Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, ravi de vous retrouver sur ma troisième vidéo sur la géologie française, destinée toujours aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences expérimentales, option physique et SVT, sur le thème chaîne de subduction, origine du magma des ondes de subduction. Réalisé par Monsieur Touré, professeur des sciences de la vie et de la Terre, professeur des écoles. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et n'oubliez même pas de mettre un like pour nous soutenir. Lors de la vidéo numéro 2, on avait posé la question: quelle est l'origine du magma des ondes de subduction? Alors pour répondre à cette question, on va parler de l'activité volcanique au niveau de ces zones. Alors, au fond des chaînes de subduction, on assiste toujours à un type de volcanisme de type explosif, qu'on appelle les volcanismes andésitiques. Lors de ces volcans, on assiste à une émission de lave visqueuse qui remonte grâce au réseau de failles généré par l'affrontement des plaques tectoniques dans les zones de subduction. Donc, quelle est donc l'origine des magmas? Pour travailler sur l'origine du magma qui est responsable de donner la granodurite et l'andésite, on va essayer de analyser certains travaux expérimentaux réalisés au laboratoire sur la fusion partielle de la péridotite. Alors, remarquons les résultats obtenus lors du laboratoire. Sur ce diagramme, on a 3 paramètres sur lesquels on va travailler. La température, sur l'axe des abscisses. Sur les 2 axes des ordonnées, on a la profondeur et on a la pression. On remarque que le diagramme est subdivisé en 3 parties. La partie liquide, représentée de rouge, la partie mélange solide-liquide et une partie solide. Entre la partie solide et la partie mélangée de solide et du liquide, on assiste à une courbe qu'on appelle le solidus. C'est quoi le solidus? C'est une courbe qui sépare le domaine de solide et de solide liquide, à partir duquel il y a début de la fusion partielle de la péridotite. Donc, on assiste aussi à une deuxième courbe qui sépare la partie mélangée liquide-solide de la partie liquide, ce qu'on appelle un liquidus. C'est une courbe qui sépare le domaine où coexistent le liquide et le solide et celui où n'existe que le liquide, et on assiste là à une fusion totale de la péridotite. Donc, on a 3 domaines. Un domaine solide-liquide à partir duquel on a la fusion partielle de la péridotite, et au-delà du liquidus, il y a fusion totale de la péridotite. Ce qui va nous intéresser, nous, pour trouver l'origine du magma des ondes de subduction, on va s'intéresser à cette zone, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette zone. Alors, c'est pour cela on a un autre diagramme, mais qui diffère de l'autre par le domaine solide-liquide qui est assez large par rapport à l'autre. Mais quelle est la différence? Remarquons, lors du premier diagramme, en absence de l'eau, si on assiste à une fusion partielle de la péridotite en l'absence de l'eau, on va remarquer que à partir de la température de 1000 degrés Celsius, ça commence déjà la fusion partielle de la péridotite, avec des profondeurs et des pressions en progression. Il y a toujours une courbe linéaire qui montre la fusion partielle de la péridotite, c'est le solidus. Mais en présence de l'eau, si on veut comparer les 2 diagrammes, on remarque que le domaine est assez encore large. Et on va remarquer que la fusion de la péridotite a lieu à des profondeurs environ de 80 km, environ 2,5 gigapascal, mais à des températures moins élevées
que la première. Ici, on a commencé la fusion partielle à 1000 degrés, quelle que soit la profondeur, mais ici, à des températures inférieures à 1000, environ 600, entre 500 et 600, on a déjà la fusion partielle qui commence de la péridotite. Alors, la conclusion qu'en présence de l'eau, la péridotite peut fusionner à des températures un peu faibles par rapport à celles du milieu qui ne contient pas de l'eau. Alors, quel est le résultat? Premièrement, un basalte anhydre, c'est-à-dire séché ou hydraté dans les conditions normales, il ne peut pas fondre. Ce n'est donc pas la croûte océanique plongeante qui fond. Lors de la subduction, on avait dit que la plaque océanique plonge sur la plaque continentale. Donc d'après les conditions qu'on a vues, on va dire que les constituants de la plaque océanique ne répondent pas, ce n'est pas l'origine du magma. Deuxièmement, une péridotite anhydre ne peut pas fondre car le géotherme de la zone de subduction n'atteint pas les conditions de pression et de température de solidus nécessaires à un début de fusion partielle. Le cas contraire, seule une péridotite hydratée peut fondre partiellement car son solidus a été abaissé par hydratation, placé dans les conditions de pression et de température présentes à une profondeur supérieure à 80 km. Dans les mêmes conditions que la première partie, la péridotite, lorsqu'il est hydraté, il va fondre partiellement à des conditions bien sûr différentes de la première. Alors le magma donc des zones de subduction, il provient donc de la fusion partielle de la péridotite hydratée de la plaque chevauchante. Alors, lorsque la lithosphère océanique entre en subduction, on va parler bien sûr des étapes qui vont aboutir à la fusion partielle de la péridotite. Lorsque la lithosphère océanique entre en subduction, les variations de pression et de température en profondeur entraînent la déshydratation des roches de la croûte océanique, telles que le basalte. Le basalte, à ce moment-là, il subit un métamorphisme. On ne va pas parler du métamorphisme jusqu'à le moment. Il subit des changements, il subit un métamorphisme, il va perdre de l'eau, donc il va se déshydrater, donc il y a perte de l'eau. Et le basalte de la croûte océanique se transforme en éclogite. On verra ça lors du métamorphisme. Donc, lorsque le basalte est hydraté, l'eau libérée se propage dans la péridotite de montant de la plaque chevauchante, c'est-à-dire de la plaque continentale. Et ceci va contribuer à abaisser leur point de fusion, c'est-à-dire des péridotites de la plaque continentale. Le résultat, fusion partielle des péridotites, origine de magma dans les zones de subduction. Alors, le magma résultant donc, il va remonter par des fissures lors des failles. Il va se cristalliser en profondeur et donner les granodurites. Deuxièmement, le reste du magma qui n'est pas cristallisé en profondeur, il va s'écouler à la surface par les volcans et va former alors l'andésite. Alors, les caractéristiques donc des chaînes de subduction. On va résumer un petit peu les caractéristiques pour rassembler la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Il y a des caractéristiques structurales qui sont présence de fosse océanique et présence de prisme d'accrétion. Il y a des caractéristiques pétrographiques. On va parler de présence des roches volcaniques, l'andésite et de la roche plutonique qui est la granodurite. Troisièmement, on va parler des caractéristiques géologiques. On va voir différentes caractéristiques géologiques telles que le volcanisme explosif. Deuxièmement, les anomalies thermiques. Troisièmement, les déformations tectoniques. Et quatrièmement, on va voir la répartition des foyers sismiques selon le plan de Biot. Alors, c'est le schéma qui résume les caractéristiques des chaînes de montagne.
Alors, les étapes de formation des chaînes de montagne. Là, maintenant, on va parler des étapes. Alors, la cordillère des Andes, les chaînes de montagne et des Andes, c'est le résultat de rapprochement et de l'enfouissement des plaques océaniques plus denses sur la plaque lithosphérique continentale d'Amérique du Sud qui est moins dense et qui se produit par étapes. Alors, pour voir les étapes, on va observer le schéma. On a différentes étapes, l'étape A, l'étape B, l'étape C et l'étape D. Alors, l'étape A, c'est la plus ancienne. C'est l'état de l'Amérique du Sud, il y a moins 170 millions d'années. La plaque de Nazca, qui va s'enfoncer sur la plaque d'Amérique du Sud. L'enfouissement continue quand on arrive à l'étape B, donc il y a 95 millions d'années. Toujours il y a des rapprochements sur l'effet de convergence entre les deux plaques. Au niveau de schéma C, il y a 25 millions d'années, on remarque à des changements au niveau de la plaque continentale. On assiste à des failles inverses, des plissements au niveau de la plaque continentale et la continuité de l'enfouissement de la plaque océanique de Nazca. Récemment, il y a moins 5 millions d'années, on assiste donc à la formation des chaînes de montagne avec l'épaississement de la croûte continentale et les déformations, les plaques et les failles et les déformations tectoniques qu'on assiste au niveau de cette région. Alors, en premier lieu, suite aux contraintes tectoniques compressives, la plaque océanique devient plus dense, se brise et s'enfonce lentement sous la lithosphère continentale. Deuxièmement, dans la zone d'affrontement se crée une fosse et les sédiments marins recouvrant la plaque plongeante seront rabotés et raclés par la plaque chevauchant et formation alors des prismes d'accrétion. Troisièmement, les roches de la croûte océanique plongeante subissent en profondeur des pressions et des températures de plus en plus grandes et se transforment en libérant l'eau qui crée les conditions de fusion partielle de la péridotite avec production d'un magma andésitique. Quatrième lieu, sélection d'un relief, chaîne de montagne, par épaississement de la croûte continentale et un raccourcissement et un empilement résultant des contraintes tectoniques compressives. Alors, sur le schéma, ça nous résume ce qu'on a déjà vu. La plaque océanique, ça, on assiste ici à la plaque océanique, elle est formée de manteau supérieur et de la croûte océanique, est en train de s'enfoncer, de plonger, qui a subi la subduction. La couche verte qui est formée de basalte, c'est la croûte océanique, est formée de basalte. Quand le basalte arrive à une certaine profondeur, élévation de pression, de température, conditions favorables pour la fusion partielle de la péridotite de la partie continentale, il va me donner un magma. C'est par l'hydratation, donc on assiste à la formation d'un magma. Ce magma, il va remonter, s'il cristallise en profondeur, il va nous donner les granodurites, et le reste de la lave, du magma qui remonte, pour nous donner les volcans qui vont nous donner l'andésite. Et là, on assiste à une fusion partielle de la péridotite. En conclusion, là, les zones de subduction sont des frontières convergentes où la lithosphère océanique plonge dans la sténosphère. Ils sont associés à une déformation de la croûte continentale, donnant naissance alors à des chaînes de subduction présentant des caractéristiques structurales, géophysiques, pétrographiques et tectoniques déjà traitées lors de cette leçon, lors de cette vidéo. Merci pour votre attention et on se verra
dans les prochains cours en ce qui concerne le métamorphisme et le granitisme, Inch'Allah.